À l'autre bout de la planète, il existe une région au passé encore méconnue. Comment un peuple primitif, qu'on disait sauvage et cannibale, a-t-il pu sillonner 25 millions de kilomètres carrés d'océan dans des canoës élémentaires pour réaliser l'une des plus grandes expéditions de tous les temps? Pendant des siècles, les scientifiques se sont heurtés à cette question. Qui étaient ces gens? D'où venaient-ils? Ce peuple aurait même atteint l'Amérique des siècles avant Christophe Colomb. Les ancêtres des Polynésiens étaient de grands explorateurs. Ils ont colonisé différentes îles du Pacifique bien avant les Européens. Mais tout à coup, l'histoire perd leurs traces. Les habitants les plus âgés, ceux qui seront les moins métissés. Il faut s'assurer que leurs ancêtres vivent sur l'île depuis plusieurs générations des deux côtés. En prélevant des échantillons d'ADN sur ces personnes âgées, les scientifiques espèrent pouvoir retracer leurs origines. Votre sang est très fort. Il est très bon. On vient de faire un prélèvement sur une femme dont le nom de famille indique qu'elle a un arbre généalogique intéressant. Comment s'appelait le père de votre père? Il s'appelait Mathias. Cette campagne de prélèvement leur prendra plusieurs semaines, mais ils sont d'ores et déjà fascinés par les témoignages. Les aînés disent que leurs ancêtres sont venus d'un continent insulaire disparu, connu sous le nom de Hiva, et situé quelque part dans le Pacifique. Dans notre histoire, on nous apprend que quand Hiva a sombré, tous les habitants ont émigré. Creuse à 50 cm et dégage tout. Cela fait 20 ans que le professeur Barry Rolette cherche des indices sur la provenance des habitants de l'île de Pâques.
on va continuer là. Est-il possible que les hommes qui ont vécu ici autrefois aient colonisé le reste du Pacifique? On creuse sous la surface, jusqu'à la strate où reposent des antiquités, des objets laissés par les populations ancestrales. Son équipe est en train de fouiller un site côtier exceptionnel, l'un des plus anciens de la Polynésie orientale. Il a déjà retrouvé des vestiges de plus de 1000 ans. Ça, c'est du fer. Ces précieuses trouvailles lui permettront d'en savoir plus sur le passé des peuples insulaires. Hey, Kyo, c'est quoi ça? Il est persuadé que le clan qui vivait ici a conquis le Pacifique. C'est magnifique. Deuxième moitié du 19e siècle. Ce bouton en os ira rejoindre le reste de ses découvertes. Ça ira au musée. Sa théorie va à l'encontre de ce que les experts pensent depuis des années. Les premiers témoignages des explorateurs européens du XVIIIe siècle parlent d'îles à la végétation luxuriante, mais à la vie très austère. On y lit qu'elles étaient peuplées par des cannibales tatoués, des peuples primitifs qui portaient les crânes de leurs ennemis comme des trophées. Les Marquises sont longtemps passées pour l'un des lieux les plus sauvages sur Terre, et leurs habitants pour de simples barbares. On va traverser la rivière. C'est au cœur de la jungle que se trouve l'un des sites les plus énigmatiques des Marquises. Un lieu où se seraient déroulées des cérémonies religieuses et des sacrifices humains. Quand le prêtre demandait une victime humaine, les gens se rendaient dans la vallée et attrapaient qui ils pouvaient. Ces victimes étaient des offrandes. Les pratiques étaient brutales et tous les membres du clan connaissaient le rituel. La chair des victimes était consommée par les chefs et les prêtres. Ce n'était pas un cannibalisme alimentaire, mais plutôt un cérémonial religieux. Il n'est pas étonnant que les premiers explorateurs aient considéré les habitants des Marquises comme des sauvages. Ils n'avaient presque pas de langage écrit, pas d'histoire, et on n'envisageait pas qu'ils aient su naviguer. Mais Barry Rolette a trouvé des éléments qui montrent qu'ils étaient bien plus sophistiqués. On va traverser la rivière ici. Les secrets de cette civilisation dorment dans l'épaisse végétation de la jungle. Joseph, on va débroussailler un peu? La vallée de Waitahu était l'une des plus densément peuplées à l'époque. En fait, l'organisation sociale dominée par les prêtres et les chefs était très complexe. Ça, c'était la maison d'un chef. Tu peux couper les racines? Voilà ce qui reste du mur de la plateforme. Regardez la taille des pierres. Je mesure 1,80 m, le mur devait bien faire 2,40 m. La taille d'un édifice est très importante, car en général elle était proportionnelle au statut de la personne qui l'habitait. Les chefs les plus puissants supervisaient la construction d'immenses plateformes de pierre appelées pae-pae, qui servaient de fondation pour des maisons ou pour des cérémonies publiques. Tous ces édifices faisaient partie d'une structure globale bien ordonnée.
Le premier rite de passage des jeunes hommes était une séance de tatouage. Ils étaient faits à l'aide d'os humains et de poissons ou de dents de requin. Les pigments des tatouages étaient fabriqués à partir de charbon de bois. Jusqu'à leur mort, les hommes portaient sur leur peau la trace des épreuves qu'ils avaient passées. Pour ce jeune, le voyage ne fait que commencer. Barry Rolette a découvert un site extraordinaire. On cherche les pétroglyphes. C'est par là. Les voilà. Tu vois les deux pétroglyphes? En pleine Polynésie française, ces pétroglyphes et ces grands tikis sont des échos de la culture des îles orientales. C'est l'un des rares sites de la vallée où on trouve des pétroglyphes. Les tikis et les pétroglyphes sont de grandes représentations d'ancêtres déifiés. La tête était la partie du corps la plus sacrée. Et ce qu'on voit ici, c'est juste les yeux du tiki. Ces pétroglyphes sont vraiment intéressants, car ils ressemblent beaucoup à ceux qu'on trouve sur l'île de Pâques. Les Marquises sont l'un des rares endroits au monde où l'on peut admirer des tikis gigantesques ailleurs que sur l'île de Pâques. Cette coïncidence est surprenante. Peut-on en déduire qu'il s'agit du berceau du reste de la Polynésie? Barry Rolette et son équipe cherchent sans relâche des éléments pour étayer cette hypothèse controversée. On va creuser toutes les parcelles sur 75 cm. Pendant des siècles, les scientifiques ont cru les Polynésiens trop sous-développés pour naviguer sur l'océan Pacifique et coloniser d'autres îles. Autrefois, les scientifiques et les archéologues pensaient qu'il était très difficile de traverser l'océan et que du coup, les Polynésiens, qui avaient accosté sur une île comme les Marquises, n'allaient pas plus loin et restaient isolés. On croyait que les Polynésiens avaient élu domicile ici par accident, qu'ils étaient arrivés au gré des vents et qu'ils n'étaient plus repartis de l'île. Mais Barry Rolette pense qu'ils étaient bien plus évolués. Cette strate de terre plus sombre, on va l'appeler C. Il est convaincu qu'ils ont effectué de longs allers-retours pour le commerce et pour coloniser d'autres îles. Nous cherchons des preuves archéologiques de voyage et d'échanges interinsulaires. L'hypothèse est séduisante. Encore faut-il pouvoir la prouver. Tu as trouvé quoi? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas banal. C'est un animal marin. Pour l'instant, il n'a rien trouvé de concret. On a presque fini cette strate. La strate suivante est prometteuse. Oui, comme ça c'est très bien. La couche où reposent les objets les plus intéressants est la plus profonde, car ils sont restés à l'abri des développements modernes. Allons-y. On dirait un gros os de cochon. Passe autour pour que je ne le casse pas. Magnifique. On voit bien les marques du couteau qui a abattu l'animal. Ce sont les petits traits. Ils ont été faits à l'aide d'un outil. C'est dans la strate sombre qu'on a retrouvé cet os. Dans la strate juste au-dessus, il y avait très peu de choses. Là, on a beaucoup plus de travail. Quand on trouve des os et du charbon, on sait qu'il va y avoir des objets. Barry Rolette a bon espoir. Seuls quelques vestiges permettent de faire des déductions historiques, et Barry n'a pas encore trouvé ce dont il a besoin. Bingo! Ah oui, c'est quoi?
Un hameçon. Magnifique. Bonne pioche. Un hameçon en huître. Je vais le nettoyer. C'est très rare de trouver un hameçon entier. Je vais noter son emplacement. Le premier indice, c'est que l'hameçon a été sculpté dans une huître. C'est exceptionnel car on trouve surtout ces huîtres dans les lagons et il n'y a pas de lagon aux Marquises. On peut donc se demander d'où vient cet hameçon. Les îles les plus proches qui ont des lagons peuplés d'huîtres sont à plus de 1000 km dans l'archipel des Tuamotu. Mais comment ces coquillages ont-ils voyagé si loin ? Il est possible que les plus gros morceaux d'huîtres qu'on a retrouvés sur le site viennent bien des Tuamotu et qu'ils aient fait l'objet d'échanges entre les habitants des différentes îles. C'est un bon point de départ, mais qui ne prouve pas encore qu'il y avait du commerce interinsulaire. C'est d'autant plus difficile à soutenir qu'aucun bateau de l'époque n'a été retrouvé. Les archéologues ne possèdent aucun des canoës en bois des Polynésiens. Alors il nous faut d'autres éléments pour démontrer qu'ils voyageaient pour le commerce. Les fouilles avancent et Barry a fait une nouvelle trouvaille. C'est une lame, un objet tranchant aussi appelé doloir, l'outil le plus important de l'ancienne culture polynésienne. Ce sont les doloirs en pierre qui nous intéressent le plus. Celle-ci est incroyable. C'était le seul outil avec lequel ils travaillaient le bois. C'est rare d'en trouver de si grosses. La lame doit peser au moins 4 kilos. Barry Rolette a aussi découvert quelque chose d'inattendu. Dans les excavations les plus profondes de ce site, plus de la moitié des outils sont faits dans une pierre qui a été importée à Tauata. Ce type de roche est absent de l'île. Comme le hameçon, les doloirs viennent donc d'ailleurs. Barry Rolette a son idée sur leur provenance. S'il arrive à le prouver, il pourra démontrer qu'il y avait bien des voyages commerciaux. Il a demandé au vulcanologue John Sinton de l'aider. On a cherché la carrière d'où ces pierres ont été extraites. D'autres avaient déjà essayé, mais sans succès. Les deux hommes ont survolé l'île d'Eiao en hélicoptère. Isolée et inhabitée, Eiao est à des centaines de kilomètres du site archéologique. Mais Barry Rolette pense que la roche locale est de même nature que celle des outils. Un matin, le pilote les a déposés sur l'île. Il a dit qu'il reviendrait nous chercher 5 jours plus tard. Les explorateurs se sont aventurés dans des forêts sauvages à la végétation dense. Ils avaient juste assez d'eau et de nourriture pour tenir 5 jours. Eiao est une île maudite. On dit qu'elle est hantée par les esprits de ses premières populations. Après 4 jours, les hommes épuisés n'avaient toujours rien trouvé. On a cherché la carrière partout. On a escaladé toutes les crêtes. On a sillonné le plateau. Il n'y avait pas d'eau potable, ni même de quoi se laver. On était sales et on empestait. Barry et John étaient désespérés. Et la veille de notre retour, alors qu'on essayait de se frayer un chemin à travers les broussailles dans un ravin, on a trouvé un site de fabrication de doloirs. Ils avaient enfin découvert ce qui les avait amenés ici, le site d'approvisionnement des lames. À mesure qu'on creusait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que des débris, les chutes que les tailleurs ont entassées sur des centaines d'années en fabriquant leurs outils. Le type de pierre avait l'air d'être le même. Barry Rolette et John Sinton en ont analysé quelques échantillons pour le confirmer. Celle-ci vient d'Eiao, aux Marquises. Ce bloc de pierre est d'excellente qualité, comme tous ceux qui étaient retenus pour tailler des lames. John Sinton compare la pierre rapportée d'Eiao et les outils déterrés par l'archéologue. Il fait chauffer la roche jusqu'à ce qu'elle soit en fusion pour en étudier la composition chimique.
Ça revient à relever l'empreinte digitale de la pierre. Quand des gens trouvent des antiquités où que ce soit dans le monde qui ont cette composition, il est probable qu'elles viennent des Yao. La roche liquéfiée est moulée en forme de petits disques qui permettront aux scientifiques de l'identifier. Les résultats sont sans équivoque. La roche qu'on a trouvée dans la carrière est identique à celle qui a servi à fabriquer les outils. On peut vraiment affirmer que c'est la même. Il existe bel et bien un lien entre ces deux îles éloignées. On a trouvé la carrière. Ils ont installé un complexe artisanal très développé sur Iao. Et ils ont exporté les doloirs vers Tahiti, les îles Tuamotu et Mangareva. Si les outils fabriqués à Iao se sont retrouvés aux Marquises et à Tahiti, c'est qu'il existait une route commerciale de plusieurs milliers de kilomètres sur des distances que les scientifiques pensaient excessives. Cette découverte a bouleversé l'histoire de la Polynésie. Ça a été une révélation, car on a pu démontrer qu'il y avait des liens entre les Marquises et les autres îles de la Polynésie centrale, ce qu'on appelle aujourd'hui la Polynésie orientale originelle. Une fois la carrière localisée, Barry Rolette retourne dans la jungle des Marquises pour vérifier un dernier élément. Là, tu marches sur une meule qui a servi à aiguiser les doloirs. Recule un peu, je vais couper la branche. En débroussaillant, les hommes dégagent la meule. C'est ici qu'ils ont aiguisé et poli les lames. Elles ont été taillées à Iao avant d'être exportées. Les dernières étapes de peaufinage, comme le polissage, étaient réalisées à destination. Ces grandes rainures servaient à polir les lames. On voit aussi des sillons plus profonds pour travailler les parties plus grandes de l'outil. En général, ces meules se trouvent près des sites d'habitation, car c'est une étape qui prenait beaucoup de temps. Alors les gens le faisaient quand ils pouvaient et qu'ils étaient chez eux. Maintenant qu'il a reconstitué le parcours des Doloirs, Barry se fait une meilleure idée du quotidien des Polynésiens. Notre image de la société polynésienne a beaucoup changé, car on croyait que ces hommes étaient isolés, alors qu'on sait désormais qu'il y avait de vrais échanges entre les îles. Ces découvertes démontrent que les sociétés polynésiennes préhistoriques étaient bien plus évoluées qu'on ne le pensait. Reste encore à savoir si ce peuple est allé jusqu'à l'île de Pâques, et la part de vérité dans la légende du chef Otumatua et de Hiva, le fameux continent perdu. Sur l'île de Pâques, les aînés sont persuadés que leurs ancêtres sont originaires de Hiva. On leur a transmis des descriptions de ce continent comme une terre aux falaises abruptes couvertes de végétation, dominée par des guerriers tatoués et des chefs de clan. Au moindre conflit, les clans rivaux se déclaraient la guerre. Le chef Otumatua préparait ses hommes pour la bataille. Ils devaient lutter pour le contrôle de l'île, pour leur patrie. Otumatua et les siens ont perdu une bataille décisive.
Après la défaite, il leur a fallu fuir. Le grand chef a dû trouver une nouvelle terre d'accueil pour son peuple. Le prêtre a alors vu en rêve une île lointaine, vers l'est, dans la direction du soleil levant. Otu Matua a compris qu'ils devaient tous partir avant que ces hommes ne se fassent tuer l'un après l'autre. Il a donc envoyé des éclaireurs à la recherche de l'île que le prêtre avait vue en rêve. Voilà l'histoire des premiers habitants de l'île de Pâques. Mais se peut-il que les Polynésiens des Marquises aient parcouru des milliers de kilomètres à travers l'océan? Avaient-ils seulement des embarcations adéquates? Ce sont exactement les questions auxquelles le restaurateur de bateaux Bono Louis essaie de répondre. Pour construire ce canoë, on a fait des recherches sur les modèles utilisés à l'époque aux îles Marquises. C'est un canoë de guerre. Il existe très peu d'archives sur cette histoire maritime. Bono Louis doit donc se fier à la tradition orale. D'après les témoignages, la forme des canoës imite celle de la feuille du cocotier. Leur légère courbure aux extrémités et leur fond plat leur permettent d'être rapides. Les bateaux sont fabriqués dans un bois local, assez solide pour supporter de longues navigations. Les histoires racontées par les personnes âgées disent que les canoës sont faits avec du bois d'arbre à pain qui est léger et qui résiste bien à l'eau de mer. Bono Louis a grandi ici, à plus de 3000 km de l'île de Pâques. Pourtant, il a entendu les mêmes histoires que les gens d'ici, à savoir la légende d'une tribu vaincue qui a entamé un long voyage. Il semblerait qu'il y avait des clans rivaux qui sont entrés en guerre. Les vaincus étaient obligés de partir pour découvrir de nouvelles terres et commencer une nouvelle vie. Sinon, c'était la mort. Ils devaient absolument s'échapper à bord de leur canoë. C'est ça qui leur a donné le courage de découvrir d'autres îles habitables. Ils ont chargé des provisions et ont même quitté Iva en emportant une pierre sacrée. C'est ainsi qu'Otu Matua et son peuple ont commencé leur long voyage. Ils ignoraient peut-être qu'il leur faudrait parcourir des milliers de kilomètres. En route vers l'inconnu, ils ont bravé des tempêtes et des chaleurs écrasantes. Ils sont restés sur ces canoës pendant de longues semaines, ne croisant aucune terre en chemin. La nourriture et l'eau potable ont dû venir à manquer. Quand on n'a plus assez à manger, ça commence à devenir dangereux. Pas de pluie, ça veut dire pas d'eau potable. Ils n'avaient que quelques noix de coco et les poissons qu'ils pêchaient sur leur passage. Ils attiraient souvent des requins qui repèrent très vite les appâts. Ça aussi, c'était risqué. C'est au prix de tous ces dangers et dans l'espoir incertain d'une nouvelle patrie que les hommes se sont lancés dans l'aventure. En mettant ces hypothèses historiques à l'épreuve, Bono Louis s'est rendu compte que ces canoës étaient tout à fait résistants.
il a aussi découvert une information essentielle, à savoir que l'île qu'il vient de quitter s'est un jour appelée Hiva. Selon une carte qui a appartenu à un prêtre tahitien il y a 300 ans, beaucoup d'îles de la région ont porté ce nom légendaire. L'une d'elles fait aujourd'hui partie de ce qu'on appelle les îles Marquises, ce qui renforce encore le lien entre l'archipel et les récits des anciens. Se pourrait-il qu'on ait enfin identifié le continent mythique ? Les Polynésiens étaient des navigateurs, mais on peut douter qu'ils aient pu voyager sur d'aussi longues distances jusqu'à l'île de Pâques. Pour mémoire, l'océan Pacifique couvre près d'un tiers de la surface du globe. Beaucoup d'historiens pensaient que les Polynésiens avaient traversé l'océan involontairement, au gré des vents. On les a longtemps crus trop sous-développés pour s'engager intentionnellement dans d'aussi longs voyages. Un objet dont la fonction est un peu celle d'une carte vient prouver le contraire. De fines feuilles de cocotier étaient tissées de manière à figurer les courants, et des petits coquillages étaient insérés aux emplacements des îles visitées par les voyageurs. Ces cartes ont convaincu Barry Rolette que les Polynésiens avaient bel et bien sillonné le Pacifique dans le but de coloniser les îles sur leur passage. Notre nouvelle théorie, c'est que la colonisation de la Polynésie a résulté d'un projet intentionnel et non d'une suite de découvertes accidentelles. La première raison invoquée par les historiens d'autrefois pour démontrer que les Polynésiens n'avaient pas pu voyager est le vent. Pour aller des Marquises à l'île de Pâques, il faut aller d'ouest en est. Mais sur cet océan, les vents tropicaux soufflent dans la direction opposée, d'est en ouest. C'est ce qu'on appelle les alizés. On a longtemps cru qu'ils rendaient tout voyage vers l'est impossible, mais Barry Rolette a remarqué un phénomène spécifique à ces îles. À certaines périodes de l'année, les vents sont inversés. Ce n'est pas une journée comme les autres. Normalement, le vent souffle de la montagne, mais aujourd'hui, il vient de l'océan, de l'ouest. Les anciens historiens n'ont pris en compte que les vents dominants et pas les phénomènes saisonniers. Les navigateurs, quant à eux, ont toujours connu l'existence de ces vents d'ouest. C'étaient des vents ponctuels. Les Polynésiens attendaient qu'ils se mettent à souffler pour hisser les voiles vers des lieux difficiles d'accès le reste de l'année. C'est grâce à ce phénomène qu'Otu Matua a pu aller vers l'est. Mais comment a-t-il pu repérer une île au milieu de l'immensité de l'océan sans compas, ni tous les instruments qu'on utilise aujourd'hui? C'est ce que Nainoa Thompson et sa compagnie polynésienne des voyages tentent de démontrer. Je suis persuadé que la navigation fait partie de notre identité. La vague arrive. Ils veulent prouver que leurs ancêtres étaient capables d'effectuer des expéditions à travers le Pacifique et d'en revenir. Hissez la grand voile. Vire maintenant. Nainoa Thompson est un maître navigateur. On va devoir tourner dans cette direction. Il a été formé par les rares personnes au monde à connaître les secrets de la navigation aux étoiles. Le micronésien Maopielug a reçu ce savoir traditionnel qui se transmet de génération en génération depuis plus de 3000 ans. Et il en a fait profiter Nainoa. Tout ce qu'on fait aujourd'hui sur ce canoë, c'est grâce à lui. Comment leurs ancêtres se localisaient-ils dans l'immensité du Pacifique? Et sans document écrit, comment ont-ils transmis leurs itinéraires? Nainoa Thompson pense que la réponse est la navigation aux étoiles. Une technique qui aurait pu sombrer dans l'oubli si Maopielug ne l'avait transmise avant de mourir au cours de l'été 2010.
Quand Mao est mort, on s'est retrouvé seul à bord. La mort du maître a fait de Nainoa l'un des derniers navigateurs dépositaires de ce savoir ancestral. Quand je parle de navigation, ce n'est pas un exercice intellectuel. On va mettre le cap. Il ne lui reste plus qu'à prouver la fiabilité de toutes ses connaissances. La Compagnie polynésienne des voyages va donc naviguer sans instrument. Pourquoi on ne hisse pas les voiles? Nainoa Thompson veut prouver que même un équipage de jeunes explorateurs peut naviguer s'il maîtrise ce savoir. On a mis le cap sur Tahiti, et en début de nuit, on sera dévié dans la direction d'Hawaï. Dans l'esprit de ces étudiants, on va à Tahiti, mais en fait, on va vite faire demi-tour. Comme leurs ancêtres, ils n'ont aucun instrument. Ils doivent donc apprendre à se repérer grâce à la houle créée par les vents. Kaiulani Murphy, une collègue de Nainoa, sait très bien la décrypter. Pour connaître la direction de la houle, on regarde la position du soleil. Si la houle vient du soleil levant, on sait que c'est une houle d'est. Et ensuite, on peut s'en servir pour orienter son canoë tout au long de la journée, même quand le soleil est haut dans le ciel. La houle peut donner de nombreuses informations. Le canoë va avoir tendance à tanguer ou à rouler. Et quand on sait prendre la houle comme il faut, ça aide vraiment à avancer dans la bonne direction. L'équipage se dirige vers le sud-est. Pour affiner son cap, il s'en remet au sens des vagues. Si le cap est bon, alors les vagues du sud-est les heurteront de plein fouet, en commençant par soulever la proue, puis la poupe du bateau. Mais les hommes sauront qu'ils ne tiennent plus le bon cap si jamais la houle les soulève par les côtés, à bâbord, puis à tribord. On sent bien quand les mouvements du canoë sont différents à cause de la houle. Ça veut dire qu'on change de cap et qu'on est dans la mauvaise direction. Les vents et la houle ne sont que deux des indicateurs. Les autres font leur apparition à la tombée de la nuit. Comme ses ancêtres, Nainoa connaît la carte du ciel par cœur, car elle l'aide à se repérer dans l'océan. Ce qu'on appelle le compas des étoiles remonte à 3000 ans. Pas besoin de magnétisme ni d'appareil, tout est dans le ciel. Il repose sur le lever et le coucher des étoiles sur l'océan. Les anciens navigateurs devaient avoir une assez bonne mémoire pour se souvenir des positions de centaines d'étoiles. Ils se traçaient même des cartes au sol pour les apprendre avant d'embarquer. Et à la nuit tombée, cette carte réapparaissait sous leurs yeux. La nuit, c'est le meilleur moment pour se localiser, même s'il y a des exceptions. Mais quand le ciel est dégagé, comme ce soir, on voit bien les étoiles et ça donne la possibilité de déterminer sa position. Il se fie au point d'entrée et de disparition des étoiles. On va par où? Au sud-ouest. Le ciel nocturne est comme un dôme qui entoure la Terre. Ce dôme tourne sur son axe autour de la Terre. Le canoë est au centre du dôme et représente un point fixe, alors que le globe et les étoiles effectuent leur révolution.
Ce sont ces mêmes observations qui ont inspiré l'invention du GPS. Il faut connaître 220 étoiles, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Mais quelques heures plus tard, Nainoa montre des signes d'inquiétude. Il semble avoir changé de cap. Il remarque un indice révélateur. Regardez la constellation de Kamakao Nui Omaoi. Vous voyez les 3 étoiles supérieures? En général, elles sont alignées vers le sud. Kamakao Nui Omaoi est le nom polynésien de la constellation du Scorpion. Pendant des milliers d'années, c'est elle qui a montré le sud aux navigateurs. Quand on voit le Scorpion et que ces 3 étoiles sont verticales, si vous le suivez, vous allez vers Tahiti. Il faut qu'on aille plus vers l'est. Alors, hissez la voile arrière. Cette voile nous permet de nous servir du vent pour virer vers l'est. Pour viser Tahiti, il faut virer de 25 degrés. L'équipage espère avoir pris la bonne décision. Quand on prend une décision, on ne peut pas revenir en arrière. Ou bien, il faut attendre le prochain coucher de soleil pour rectifier. Cette traversée n'est que l'une des étapes de la grande aventure dans laquelle Nainoa Thompson s'est lancé. Son objectif est de prouver qu'on peut effectuer le voyage des Marquises à l'île de Pâques rien qu'avec des techniques millénaires et sans le moindre instrument moderne. Avec son équipage, il a fini par y parvenir en seulement 6 semaines. Cette réussite confirme aux chercheurs que le chef Otu Matua a pu se rendre sur l'île de Pâques après son départ d'Iva. Ce qui pouvait passer pour une légende s'est donc peut-être réellement produit. Je ne peux pas affirmer que l'esprit d'Otu Matua nous a accompagnés tout au long du trajet. Mais je peux vous dire qu'on n'a pas arrêté de penser à lui. Tout ce qu'il a accompli, ce qu'il représente, ça nous a donné le courage d'avancer. Et c'était un honneur d'être dans son sillage. Mes ancêtres ont exploré cet océan. C'est peut-être le peuple qui a le plus navigué de toute l'histoire. On est en train de réapprendre combien ils étaient intelligents, forts et compétents. Nous sommes fiers d'eux, et ça nous rend fiers de nous. La découverte de l'île de Pâques par les premiers Polynésiens relève de l'exploit. Les historiens commencent à se demander s'ils n'en cachent pas d'autres et envisagent qu'ils aient même découvert l'Amérique des centaines d'années avant Christophe Colomb. Tout laisse penser qu'ils en étaient capables, même sans instrument. Mais pour prouver qu'il y a bien eu des échanges entre les îles, c'est au cœur de l'ADN des habitants de l'île de Pâques qu'il faut mener l'enquête. Les scientifiques ont fait leur prélèvement. Nous avons prélevé du sang à 21 personnes âgées et nous avons hâte d'avoir les résultats. L'anthropologue veut déterminer l'origine de ces Polynésiens et prouver que leurs ancêtres étaient des voyageurs. Les échantillons sont analysés en Norvège. Contrairement à ce que beaucoup d'historiens ont écrit sur les habitants de l'île de Pâques, ces derniers pensent qu'ils sont originaires d'Iva, le continent perdu. C'est ce qu'on aimerait savoir. Les résultats semblent réjouir Sturla. Nous pouvons désormais confirmer que la Polynésie du centre-est est le berceau du peuple polynésien. Voilà la preuve tant attendue. Les habitants de l'île de Pâques viennent bel et bien de Polynésie. Et Otu Matua, ou l'un de ses hommes, a effectivement traversé l'océan.
Les tests génétiques réservent une autre surprise. Sur tous les prélèvements, 2 contiennent des caractéristiques similaires à l'ADN des Sud-Américains. Cette découverte laisse entrevoir des voyages encore plus longs. Cela voudrait dire que des Polynésiens ont navigué jusqu'en Amérique du Sud des centaines d'années avant Christophe Colomb. Les Polynésiens auraient donc découvert le Nouveau Monde bien avant l'explorateur. Mais la science peut-elle le démontrer? De retour aux Marquises, Barry Rolette vient de trouver une preuve irréfutable. Une simple patate douce. La patate douce a confirmé que les Polynésiens avaient parcouru de longues distances. Aujourd'hui, elle est cultivée partout en Polynésie. Pourtant, elle n'en est pas originaire. Ce légume vient d'Amérique du Sud. Il a donc été importé. Une noix de coco flotte. Elle peut se conserver des mois en pleine mer. Et elle va pousser pour devenir un arbre quand elle s'échouera sur une île déserte. Mais la patate douce va couler et pourrir. C'est forcément que quelqu'un l'a rapportée volontairement d'Amérique du Sud. Des patates douces carbonisées sont ici depuis 1000 ans. Les scientifiques pensent que ce sont peut-être des Sud-Américains qui auraient introduit la patate douce ici. Mais grâce aux découvertes de Barry Rolette et aux expériences de Nainoa Thompson, il est évident que ce sont les Polynésiens qui avaient les connaissances, les outils et les capacités d'effectuer d'aussi longs voyages. De quoi faire éclater toutes les théories précédentes. Maintenant, on croit que ce sont les Polynésiens qui sont allés jusqu'en Amérique du Sud et qu'ils sont revenus avec des patates douces. Les Polynésiens faisaient du commerce et étaient en contact avec l'Amérique du Sud et des îles des mers du Sud. Ils étaient les plus grands explorateurs de leur temps. Ils sont partis d'un lieu central que les habitants de l'île de Pâques appellent Hiva. Mais cette patrie ne correspond pas à l'image qu'on s'en est longtemps fait. Hiva a bien existé. C'est juste que les scientifiques se sont trompés sur ses contours. Il s'agit de la terre d'origine des peuples qui ont colonisé l'île de Pâques, Hawaï et la Nouvelle-Zélande. L'île de Pâques, Hawaï et la Nouvelle-Zélande forment les 3 points du triangle polynésien. D'une surface de 25 millions de kilomètres carrés, c'est la sphère culturelle la plus vaste de la planète. Les Européens et les Américains qui ont grandi sur un continent se définissent comme originaires de leur terre, alors que le berceau des Polynésiens, c'est la mer. Pour eux, le monde est un océan immense, parsemé de petites îles. Barry Rolette pense que Hiva était une patrie centrale qui a servi de base à la création d'un continent aquatique. C'est une métaphore. Hiva n'était peut-être pas un continent à proprement parler, mais plutôt un groupe d'îles éloignées entre lesquelles les Polynésiens naviguaient. En taille, le triangle polynésien serait le 3e continent de la planète. Mais il a disparu quand les populations ont cessé de voyager. Quand on dit que le continent a sombré, c'est simplement que les habitants des différentes îles ont rompu les liens qui les unissaient. Tous les indices convergent. C'est fou de penser que les Polynésiens ont traversé l'océan Pacifique, à savoir le plus grand du monde, des siècles avant Christophe Colomb. Les revendications des habitants de l'île de Pâques ne seraient pas farfelues. Leurs ancêtres étaient de grands navigateurs qui ont réalisé de véritables exploits pour l'époque. Ils ont réussi à tracer des routes d'île en île et à coloniser des pans entiers du Pacifique. La Polynésie est un monde océanique. Et justement, l'océan ne nous éloigne pas. C'est ce qui nous rassemble, ce qui nous relie. L'océan, c'était l'autoroute de nos ancêtres.